Bonjour et bienvenue dans cet épisode de la Rome numérique. On est un peu dans la science-fiction, plus dans la science que dans la fiction, car aujourd'hui nous allons parler de communication laser par satellite. Alors cette techno, je ne vais pas vous la présenter, je vais laisser mon invité le faire, puisque j'accueille aujourd'hui Johan Jezekel, qui est Innovation and Future Concept Strategic Manager chez Airbus Defence and Space. Merci beaucoup, Johan, d'être avec nous au micro de la Robe numérique. Merci Oriana, bonjour. Alors, on va parler communication laser. Moi, quand on a évoqué ce sujet, j'ai tout de suite pensé à Christopher Nolan, Batman, les colocations, tout ça. Évidemment, ça n'a rien à voir, mais pour moi, c'est un peu cette idée de la communication future, en tout cas le détournement de l'usage d'une techno pour toute autre chose. Alors, avant que tu nous présentes vraiment ce qu'est cette techno, est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient et finalement, est-ce que c'est récent de passer de la communication des informations par un rayon laser? Alors, la technologie n'est pas nouvelle puisque ça fait plus de 20 ans qu'elle existe. Les premiers essais et les premiers prototypes ont été réalisés notamment par des Français avec des satellites, entre un satellite géostationnaire, donc géostationnaire qui est à 36 000 km de la Terre, et quand on est sur la Terre, on a l'impression qu'il ne bouge pas. Et donc, il y avait eu des liens laser qui étaient passés entre ce satellite et des satellites en orbite plus basse, donc défilant à l'époque à quelques dizaines de mégabits par seconde, ce qui était déjà fantastique. Parce que réussir à pointer deux terminaux dans l'espace avec un satellite qui défile, enfin les deux défilent en réalité, c'est quelque chose qui est assez complexe, mais qui est aujourd'hui maîtrisé et mature. C'était il y a plus de 20 ans. Donc concrètement, on passe de l'info entre ces 2 satellites et on commence ça dans les années 2000, c'est ça que tu nous dis? Tout à fait, c'était le projet Artemis. C'était des PEA, ce qu'on appelait les plans d'études amont, qui avaient été payés par la DGA, donc la Direction générale de l'armement, du ministère des Armées, enfin de la Défense à l'époque, et qui avaient été réalisés par Airbus. Et Et pourquoi on fait ça? Enfin, c'est quoi l'objectif? On se dit, on a besoin, ça naît de quel besoin? Alors à l'époque, c'était pour rapatrier de l'imagerie satellitaire. C'est-à-dire qu'un satellite d'imagerie classique prend des images de la Terre et les décharge au-dessus de certaines stations de déchargement. Et donc, il faut qu'il survole cette station de déchargement. Donc, ça peut prendre plusieurs heures. En utilisant un relais en géostationnaire, on peut rapatrier les images en temps réel ou en quasi temps réel. D'accord, donc c'est finalement, dans des objectifs de recherche initialement? De recherche, de localisation, d'opérations, ça pourrait être d'opérations militaires aussi également. Mm. Alors justement, aujourd'hui, la technologie, de communication laser, est-ce que tu peux nous définir vraiment ce que c'est, pour qu'on se figure concrètement à quoi ça peut ressembler? Alors, dans l'espace, c'est deux mini-télescopes. Donc, c'est un mini-télescope sur le satellite A, un autre sur le satellite B. Et les deux mini-télescopes se pointent, se regardent, s'accrochent. Et une fois qu'ils sont accrochés, ils montent un faisceau laser et ce faisceau laser modulé peut transmettre des informations. Donc chacun émet son rayon laser, enfin son faisceau laser ou c'est un seul qui émet et l'autre qui reçoit? Ça dépend, ça peut être du full duplex, comme on dit dans le monde des réseaux, c'est-à-dire des communications bidirectionnelles ou non. Pour faire encore plus simple, vous prenez votre fibre optique, voilà. Donc c'est également des photons qui circulent, et vous imaginez une fibre optique dans l'espace. Très bien. J'ai un peu de mal à imaginer la fibre optique dans l'espace, mais j'ai jamais été hyper bonne en physique, donc vraiment, faut pas m'en vouloir. Moi, les lasers, je vois Star Wars, c'est à peu près tout. Voilà. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, vous ne les verrez pas, hein. D'accord, ça ne se voit pas. Non, pas ceux-là. OK. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une application, donc j'imagine concrète, hein, tu nous disais, pour se transférer des images, pour récupérer, des images, entre 2 satellites. Est-ce qu'aujourd'hui, on a d'autres applications concrètes? Est-ce que Airbus, donc toi, tu travailles chez, Airbus Defence and Space. Est-ce que, il y a, des partenariats qui ont été montés pour avancer sur cette technologie? Alors, pendant le podcast, il y aura des liens laser qui seront réalisés au-dessus de nos têtes là en ce moment, et qui via l'architecture du Space Data Highway, donc
c'est un partenariat, un partenariat public-privé qui a été passé entre Airbus Defence and Space et l'Agence européenne spatiale il y a quelques années. Et aujourd'hui, l'infrastructure comporte 2 satellites géostationnaires, plus plusieurs satellites d'imagerie qui sont connectés sur ces satellites de manière quotidienne. Donc il y a 34 gains laser en moyenne qui sont montés par jour. Et il y a eu plusieurs pétaoctets de données transférées. Donc c'est une application civile, militaire, c'est quoi? C'est aujourd'hui, je dirais plutôt civil, gouvernemental. Mm. Très bien. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu identifies des applications militaires? Oui, Est-ce que tu as le droit d'en affirmatif. parler? Oui, oui, tout à fait. Enfin, on peut prendre. Alors, faut savoir que rapatrier massivement de la donnée, parce que les liens laser, ce qu'on n'a pas dit, c'est que leur caractéristique principale, c'est qu'on peut atteindre des débits qui sont sans commune mesure avec le monde des radiocommunications classiques. C'est-à-dire qu'avant la fin de la décennie, côté Airbus, on envisage des liens au terabits par seconde entre le sol et l'espace. Donc quand vous avez des débits comme ça, de cet ordre de grandeur-là, transférer des gigaoctets de données d'un porte-avions en opération vers la Terre devient possible. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Les débits que vous avez en pleine mer sont insuffisants. Donc, pour donner un ordre de grandeur, hein, télécharger 10 téraoctets de données, ce qui aujourd'hui peut se générer facilement en une journée en fonction des applications, à 10 mégabits par seconde, ce qui est un débit pour un navire, je prends l'exemple du navire parce qu'ils sont isolés, n'est pas, enfin, est correct, 10 mégabits par seconde, ça prend 100 jours, quoi. C'est Donc, long. c'est un peu long. Je veux dire, on a le temps de couler. Exactement, ouais. Et à 100 gigabits par seconde, ça vous prend 13 minutes. C'est mieux, Voilà. en effet. Et, Et alors, du coup, tu vois des applications militaires, c'est ce que tu nous disais? ben, tout ce qui va être rapatriement massif de données, capteurs, senseurs, communication discrète, résiliente, communication sous brouillage, puisqu'un faisceau laser, on ne peut pas le brouiller. Alors, il a d'autres problématiques physiques, mais pour brouiller un laser, il faut être dans le laser. Et étant donné que ce sont des faisceaux qui sont extrêmement fins, ça devient très complexe d'un point de vue militaire pour réussir à brouiller ce type de capacité. Et aux États-Unis, on voit le Space Development Agency du Department of Defense aux US qui équipe une constellation actuellement de liens ISL, donc intersatellite link en laser, donc entre satellites, mais qui feront également des liens ce qu'on appelle cross-atmosphériques. Donc on va traverser l'atmosphère avec ce lien laser pour aller communiquer avec du drone, de l'aéronef et également dans quelques années directement avec le sol, donc navire, véhicule, de D'accord. prototypes d'assets. Donc, on est d'accord que quand tu dis cross, ça ne traverse quand même pas des objets? Non, ça On traverse est d'accord. l'atmosphère, c'est en espace libre. Voilà, Comme, c'est ouais. OK. Donc on pourrait pas imaginer que demain, le laser, la communication, par laser remplacerait ce qu'on connaît aujourd'hui des radiocommunications ou du Wi-Fi? Non, alors surtout pour une simple raison qui est que intrinsèquement, alors Dame Nature sécurise le laser car il est extrêmement fin et donc extrêmement difficile à brouiller, donc c'est une certaine résilience. En revanche, une condition atmosphérique non favorable, typiquement un gros cumulonimbus, un gros nuage, va couper ce lien laser. Donc si Ah on oui, prend, c'est un peu instable, quoi. c'est un peu instable, donc ça permet plutôt d'avoir des communications par burst, très haut débit pendant plus ou moins longtemps en fonction des conditions, hein. Si vous êtes dans le désert du Sahara, ça va, on n'aura pas trop de problèmes. En revanche, si on se retrouve du côté de Brest, à la pointe du Finistère, je peux en parler puisque je suis du coin, la météo est généralement plus défavorable. OK, OK. Voilà. Donc les aléas météorologiques, là, auraient, des impacts sur nos communications? Tout à fait. OK, Mais il n'empêche que même si on garde un lien radiocommunication classique en permanence, donc avec une disponibilité proche des 100% du temps, ça ne veut pas dire qu'on pourrait rendre un service opérationnel pour transférer massivement de la donnée. Par rapport à ce que j'ai dit juste avant, où bah, même OK. si j'ai 10 mégabits par seconde en permanence, et bah, je ne saurais pas transférer 10 téraoctets. Alors que si j'ai 100 gigabits par seconde pendant 10 minutes, et ben j'ai rendu mon service. Très bien. Donc finalement, dans une application terrestre, ça pourrait être plutôt ça, en fait? Oui, ben, oui, ce sera transfert massif de données pour du civil, hein, Mmh, principalement, et pour le militaire, il y a d'autres concepts d'opération plus liés vraiment à la sécurité et la résilience qui viennent se greffer sur ce type de technologie.
OK. Alors pour revenir, parler du Wi-Fi, il y a eu quelques actualités autour du Wi-Fi et du détournement de l'usage du Wi-Fi, faire un petit coucou à la science-fiction avec, Batman qui fait, de l'écolocation avec, son sonar, et son Wi-Fi. Aujourd'hui, on est bien d'accord, le laser pourrait pas permettre ça, hein, parce que si on le faisait, je pense qu'on aurait des trous dans nos murs ou pas de résultat. Est-ce qu'on peut dire, alors tu dis que Dame Nature sécurise le laser, est-ce que on peut dire que du coup la communication laser est plus sécurisée que le Wi-Fi? Oui, pourquoi? Parce que c'est très difficile de l'intercepter. Alors qu'un Wi-Fi, ben, ça va être un rayonnement qui va être relativement omnidirectionnel, très peu directif, donc à peu près n'importe qui pourra capter le signal radio du Wi-Fi. Un laser, il faut être dans le faisceau. Et un faisceau, pour donner un ordre de grandeur, viser un satellite géostationnaire à 36 000 km, c'est à peu près viser quelque chose de la taille d'une main ou d'un bras entre Paris et Moscou. Mmh, oui, Donc, il y a une tête bon, d'épingle. Mmh, faut bien viser. faut bien Alors justement cette, co-construction, donc tu parlais de Space Data Highway, cette co-construction, elle a permis, enfin ce partenariat, enfin ce projet, public-privé, il a permis le développement, de cette technologie. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que ça se développe, pour Airbus, Defence and Space? Est-ce que on peut parler, de projets qui se développent, de plus en plus autour de cette techno. Est-ce que nous, à titre, individuel, on va en entendre parler? Ou est-ce que ça va quand même rester, un peu confidentiel? Enfin, en tout cas dans Ah, l'usage. alors à titre individuel, je ne pense pas, puisque ça va plutôt concerner soit le milieu militaire, soit des domaines où il y a besoin de transférer massivement de la donnée. Donc, c'est-à-dire des domaines qui génèrent massivement de la donnée, qui aujourd'hui ne peuvent pas les transférer. Donc ça peut être le monde du pétrole, par exemple, qui génère beaucoup de données, en prospection sismique. Ça peut être le monde du cinéma, qui à chaque fois qu'il tourne des rushs, c'est du téraoctet généré à la journée, enfin plusieurs téraoctets par jour, hein. Mmh. Et certains studios aimeraient bien pouvoir rapatrier ces données autrement que par des grosses valises de disques durs qui voyagent en hélicoptère et en avion. Donc il y aura les deux cas, militaire ou civil. L'individuel, on ne le verra pas. Ce sera quelque chose qui sera transparent. Comme le monde des OK. réseaux et globalement le monde des Mmh. télécommunications, qui reste très, très caché à l'utilisateur final. C'est vrai. Alors, moi, je voudrais qu'on revienne quand même, sur ton poste. Si je traduis, tu es, manager de la stratégie de l'innovation et des concepts futurs. Moi, j'aimerais que tu m'expliques comment on passe, de ce que je sais de ton parcours, de marin à ce poste. Ce qui ça fait un peu rêver quand même sur le papier, hein. Alors, moi, je travaille dans l'IT depuis que je suis tout petit. Et donc, j'ai fait 18 ans dans la Marine nationale, dans les domaines, j'ai commencé de développeur, ensuite dans l'IT, data center, puis le monde des télécommunications et du spatial. Et notamment en fin de carrière dans la marine, mon job était vraiment sur les communications satellites. Et une des missions, si je peux dire ainsi, c'est également de prévoir, de développer les futures capacités des armées françaises. Et donc moi, c'était la marine nationale pour l'avenir. Et typiquement, les communications laser, c'est quelque chose qui, déjà à l'époque, moi, je m'y intéressais. Et bon, et ce sont des projets, enfin, je dirais, c'est développer le futur, créer le futur. Et quand je suis arrivé chez Airbus, je suis arrivé à la direction de la stratégie d'Airbus Secure Communication pour faire un job qui est vraiment c'est un peu faire la passerelle entre des technologies deep tech ou de rupture et des concepts d'emploi opérationnel. Et donc mettre la technologie au service des utilisateurs de demain. Et donc, D'accord, aujourd'hui, là, j'ai les communications laser, mais j'ai aussi travaillé sur la partie quantique et sur d'autres sujets un peu plus militaires. OK. Et du coup, ton poste permet enfin, c'est aussi travailler sur du prospectif? Oui, 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 ça peut être prospectif, ça peut être travailler avec des startups, ça peut être, c'est assez ouvert. On a beaucoup d'autonomie et développer des futurs business aussi. Créer le business de demain qui n'existe pas. Donc, créer un business autour des communications laser par satellite, par exemple, à des services associés qui rendent des services aux utilisateurs, aux Français, à l'Europe, aux Européens de demain. Ça fait partie de mon job. Très bien. Mmh.
On arrive à la fin du podcast. Je voudrais savoir à quoi tu as envie de dire non aujourd'hui? À quoi j'ai envie de dire non? J'ai envie de dire non à la procrastination et non au non-investissement. C'est-à-dire que pour une nation comme la France, si on veut rester une nation de premier rang, il faut être hyper fort en technologie, c'est-à-dire être à la pointe de la technologie. Et pour ça, il faut continuer à innover, il faut continuer à investir, il faut continuer à former les gens. Sinon, dans quelques années, nous ne serons plus une nation de premier rang. Et ça, pour mes enfants et peut-être un jour petits-enfants, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Très bien, c'est une bonne idée ça. Enfin, c'est une bonne idée. En tout cas, c'est un bon rappel parce qu'effectivement, on a un peu tendance, tous à rester sur nos acquis et donc à pas se pousser et c'est vrai que faut continuer à innover. Alors du coup, on arrive à la fin du podcast et j'ai envie de te demander à quoi tu as envie de dire oui, forcément, pour finir sur une note positive. Je dirais oui à l'audace, à la créativité. Mm. Parce qu'on crée enfin, on crée justement en étant créatif, c'est un peu un pléonasme, mais oui OK, à l'audace et à oui à la l'audace. créativité. Ouais. C'est une bonne fin de podcast ça, oui à l'audace et à la créativité. Tu as envie de donner un exemple? Bah, c'est que quand on croit en quelque chose, faut y aller à fond. OK. Never Surtout give quand on up, a, quoi. ouais, mais surtout quand on a un peu d'expérience. Mm. OK. Et Mm. quand on n'en a pas, on peut y aller quand même, c'est comme ça qu'on en a. C'est comme ça qu'on Ou en acquiert. exactement. Mais on peut être, enfin, l'expérience apprend aussi à être un peu plus visionnaire, je pense. OK. En tout cas, plus tempéré, moins En foufou. fait, on vient de rêveur à visionnaire. Ouais, pourquoi pas, on peut dire ça comme ça. OK. On va bientôt faire de la philosophie à l'arabe numérique. Ouais, je suis moins bon en C'est philosophie qu'en technologie. qu'en physique? Ouais. Très bien, c'est noté. En tout cas, merci beaucoup, Johan, d'être venu nous présenter cette techno. Et, Ah, merci. c'est assez rare qu'on ait des podcasts sur une techno, en tout cas pas sous cet angle-là. Donc vraiment, je te remercie d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous présenter cette communication laser. Et je te dis à très vite. Si tu as d'autres innovations à venir nous présenter, je serais ravie de te recevoir. Donc à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.